Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Burtin et je suis ravi aujourd'hui de pouvoir vous accueillir dans ce nouvel épisode consacré aux élections législatives partielles de la 5e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. Alors aujourd'hui, nous recevons Johan Schermet-Wagner. Bonjour Johan. Bonjour, merci. Alors vous êtes vous êtes candidat à cette élection partielle, vous êtes soutenu par Place Publique, donc merci d'être avec nous. Alors on va parler un petit peu de vous dans un premier temps. Je vais en parler relativement rapidement, on aura l'occasion d'y revenir. Donc vous êtes né à Perpignan, vous êtes franco-espagnol et vous vivez depuis 5 ans à Barcelone. Alors votre parcours s'est construit au fil de vos expériences en Europe, en Amérique latine, en Afrique du Nord. Peut-être que vous nous expliquerez un petit peu tout ça. Vous êtes engagé pour la solidarité, la jeunesse, les droits humains. Vous vous définissez comme un candidat proche des préoccupations des Français établis à l'étranger depuis près de 10 ans. Eh bien, vous partagez leurs inquiétudes, notamment sur l'accès aux services consulaires, la défense des droits et la représentation politique. Alors, votre candidature se veut citoyenne et participative en mettant en avant la proximité à l'écoute des Français résidant dans ces 4 pays. Donc, nous allons parler de votre parcours, de vos engagements et bien sûr de la vision pour les Français établis hors de France. Alors, je rappelle que ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors que nous remercions pour leur confiance. Bien entendu, vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify, Deezer, YouTube en version vidéo. Et donc, notre premier sponsor que nous remercions, c'est Cafimo. Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier, c'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Aujourd'hui, numéro 1 des courtiers spécialisés dans les non-résidents et expatriés, Cafimo se distingue par un service totalement gratuit pour les clients. Il collabore directement avec les principales banques portugaises pour négocier les meilleurs taux et conditions et leur mission, c'est vous accompagner de A à Z pour concrétiser vos projets tout en vous soulageant des démarches administratives. Que ce soit pour un achat, un investissement, financer des travaux ou renégocier un prêt, leurs équipes francophones est à votre écoute. Cafimo Portugal. Et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Vous voyez, à force de le dire, on finit par un petit peu bafouiller. Voilà. Et Opticalia aussi, notre deuxième sponsor que nous remercions, Opticalia Campo de Ourique. Bienvenue donc chez votre opticien français Lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie. Opticalia propose des lunettes qui reflètent votre style et votre personnalité. Grâce à des technologies de mesure Paria, vos prises de mesure en verres monofocaux progressifs sont d'une précision parfaite. Certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures et c'est un vrai progrès quand on devait autrefois attendre des semaines. Il réalise également vos examens de vue, vos bilans d'audition et propose une large sélection de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe et leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales avec des partenariats exclusifs pour faciliter vos démarches. Leurs équipes vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol et leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Johan, donc bonjour ou rebonjour. Moi, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler de vous. Qui êtes-vous? Quel est votre parcours et comment votre expérience à l'étranger vous a façonné? Donc déjà, merci de me recevoir dans ces conditions. Malheureusement, ce n'est pas en présentiel, mais je suis ravi de pouvoir quand même discuter avec vous. Alors, moi, je suis avant tout né à Perpignan, vous l'avez dit. Je suis originaire d'un petit village à côté de Perpignan, une vingtaine de kilomètres de Tuire, plus exactement. Donc j'ai toujours eu ce lien très proche de la frontière espagnole. Ma grand-mère est franco-espagnole, a fui la guerre civile en 1936 et donc nous nous sommes retrouvés avec ma famille rapidement proche de la frontière franco-espagnole et ma grand-mère a récupéré récemment grâce à la loi mémoire historique sa nationalité, ce qui a pu m'en faire bénéficier. Mais au-delà de la nationalité, en fait, j'ai toujours eu un lien, je dirais, avec l'Espagne. J'ai fait une partie de mes études là-bas. J'ai fait une partie de mes études à Madrid. Et puis, après de longues années à l'étranger, j'ai décidé de rentrer à Barcelone, en Espagne, d'où mon conjoint est originaire. Et c'est ici que depuis 5 ans, je réside.
D'accord, donc ça veut dire, alors vous avez abordé un sujet qui est un point important en disant que vous avez obtenu la nationalité espagnole. On le Tout à sait, fait, ouais, parce qu'avant, évidemment, vous ne pouviez pas avoir une double nationalité. tout Donc, à fait. là, vous entendre, je suppose que vous êtes très favorable à cette mesure. Très favorable. Je pense que c'est une manière aussi d'exprimer nos liens familiaux, des liens familiaux qui sont parfois durs, du fait de guerre, d'histoire. Et je pense que l'appartenance à deux pays européens, en plus, est une richesse et une chance. Et il faut pouvoir aussi la mettre en avant. D'accord. Après, vous avez parlé, alors d'ailleurs, on le retrouve sur vos CV, que vous êtes parti vivre en Amérique du Sud, en Afrique du Nord. C'était quoi? Alors, quelles étaient vos activités? Oui, alors en fait, Et qu'est-ce qui vous a amené? moi, rapidement après, enfin, pendant mes études, je me suis tout de suite intéressé aux questions internationales. D'accord. Rapidement, la solidarité, la coopération ont eu des valeurs essentielles dans mes choix, en fait, par la suite. Et c'est comme ça que je me suis orienté dans le secteur de la coopération internationale. Donc, j'ai d'abord travaillé pour les Nations Unies. J'avais également fait pendant mes études, j'ai eu une expérience en Amérique du Sud, en Équateur plus exactement, dans une fondation qui aidait des femmes victimes de violences sexuelles. Et en fait, ça a été un peu le déclic. Donc c'est comme ça que j'ai été aux Nations Unies. Puis ensuite, j'ai commencé par vouloir savoir d'où venait l'argent. Parce que c'est toujours important, non, de savoir, on finance des projets de coopération, mais souvent on parle d'ONG, on parle d'organisations internationales, mais on ne sait pas d'où vient cet argent-là. Et c'est comme ça que j'ai travaillé pour l'Agence française de développement pendant 6 ans, qui est une Alors, banque il de vient d'où développement. l'argent? Alors, il vient d'où l'argent? Alors, l'Agence française de développement est une banque de développement, comme son nom Oui, l'indique, qui a une capacité d'emprunt. Comme c'est un opérateur public, on ne peut ni faire de déficit ni d'excédent. Et donc, on réinvestit cet argent pour provoquer de l'impact social et environnemental. C'est une manière aussi pour la France de rayonner à l'étranger. C'est une manière aussi de respecter nos valeurs vis-à-vis de la défense des droits humains, des droits sociaux et aussi de financement de la société civile française. Et c'est sur ces sujets que j'ai travaillé, notamment en Afrique du Nord. d'accord. Alors, Johan, quel moment de votre vie personnelle ou professionnelle vous ont le plus marqué? Alors, les moments de ma vie personnels qui m'ont le plus marqué, je pense que c'est mon engagement politique l'année dernière D'accord. lors de la dissolution. C'est ce moment qui a provoqué un déclic. C'est Oui. vrai, quand on est français de l'étranger, c'est difficile, on ne sait pas vraiment comment s'engager. On est loin, on est souvent au contact de l'actualité politique de notre pays, mais pour s'engager vraiment et savoir comment le faire, c'est pas évident. Et je pense que la dissolution, ça a aussi eu en moi l'effet de me dire qu'après ce parcours professionnel, on l'a mentionné, et aussi mes engagements familiaux, politiques, associatifs, il fallait que je puisse lui donner un sens. Et c'est comme ça que j'ai organisé la manifestation contre l'extrême droite, une manifestation citoyenne à Barcelone. Et donc ça, je pense que ça D'accord. a eu vraiment un impact sur ma vie. Ouais. Sur votre vie personnelle. Bon, et Oui. sur l'aspect professionnel, alors, dans ce cas-là, là, on parle hors politique. On aura Or, l'occasion de parler de la politique. oui, oui, oui. Non, alors sur ma vie plutôt professionnelle, je pense que c'est tout simplement tout ce parcours que je vous ai mentionné. Je suis le premier de ma famille à avoir déjà fait les études que j'ai faites, donc c'est une certaine fierté. Et puis et ça, c'est grâce aussi à la République, on pourra en reparler après. Et puis oui, je pense que en fait, c'est ce parcours de vie à l'international, d'être au contact de différentes cultures, au contact de différents acteurs associatifs, ambassades, ministères. Ça m'a un peu montré aussi comment fonctionne l'État à l'étranger. Et je pense que ça a aussi une valeur assez importante et qui explique aussi mes engagements de vie personnelle, professionnelle, politique, tout ce qu'on veut. Alors maintenant que vous êtes à Barcelone, quelle est exactement votre activité aujourd'hui? Ouais. Alors en fait, après plusieurs années pour l'Agence française de développement et puis ensuite pour Oui. aussi un fonds pour lequel j'ai travaillé, un fonds d'innovation qui a été créé par une prix Nobel d'économie, Esther Duflo, qui a été Mhm. récompensée pour ses travaux de lutte contre la pauvreté. Le Fonds d'innovation pour le développement, pour ne pas le citer. J'ai décidé un petit peu de vouloir vraiment un peu savoir comment fonctionne la coopération ailleurs et sous un autre format. Et c'est comme ça que j'ai voulu m'orienter plus vers le secteur privé, dans ce qu'on appelle le secteur privé dans la coopération, c'est-à-dire des fondations philanthropiques.
Et je travaille aujourd'hui pour une fondation philanthropique qui est considérée comme une fondation, je dirais, sociale, et qui aide des personnes en situation de vulnérabilité, en particulier des jeunes, des personnes souffrant de cancer, des enfants ayant des problèmes médicaux. Et donc, on travaille autant en Espagne, en Catalogne, mais également au Sénégal et en Colombie. Et donc, du coup, je travaille principalement sur le Sénégal et la Colombie, avec des acteurs associatifs, avec des entreprises, puisque je suis spécialisé sur la partie employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat. Donc, j'essaye de mettre un petit peu tout ce, voilà, au niveau local, un réseau d'entreprises, de secteur public, associatifs, pour essayer d'arriver à nos objectifs, qui est de créer de l'emploi. Alors, on a bien compris, en dehors de la politique, alors quels sont vos centres, vos passions ou vos centres d'intérêt? Alors, j'en ai beaucoup, beaucoup. Oui, Non, mais ouais, on va pas tous les nommer, mais si vous en avez quelques-uns, voilà, on va pas tout donner, mais voilà, une passion. Allez, oui, quelle passion Johann Charmet Wagner a? oui, alors, je dirais une de mes passions, c'est surtout être au contact de l'autre. J'aime beaucoup D'accord. être entouré de mes amis, mais aussi on a bien sûr notre travail, on a bien sûr notre vie politique, mais j'ai aussi des engagements à côté, notamment associatifs. J'accompagne des associations, j'accompagne également des entrepreneurs sociaux à travers différentes initiatives qui existent à Barcelone, comme Singa, pour ne pas la citer. Euh, donc je pense que en fait, oui, ma passion, c'est être au contact des autres. J'aime beaucoup Donc, être entouré de tout ce monde-là autour de moi et de pouvoir me rendre utile. donc vous êtes très actif en fait dans le milieu associatif, proche des Français de l'étranger, en l'occurrence sur Barcelone. Oui, alors en fait, comme je suis déjà depuis 10 ans français de l'étranger, pour moi, c'est une évidence de m'intéresser déjà aux problématiques des Français de l'étranger. Et je pense que parce que je vis en fait, je vis comme Français de Bien sûr. l'étranger, l'éloignement, je vis aussi les problèmes avec les consulats, du fait de manque de moyens, je vis également les liens avec les Voilà. associations qui existent. Donc oui, j'ai envie On va aborder tout ça. Alors, dernière question sur ce sujet. Si un proche devait vous décrire en un mot, lequel serait-il? Je pense ma détermination et mon énergie. Je suis généralement quelqu'un de très déterminé, très énergétique. Je n'aime pas rester sans rien faire. Donc, je pense que ça, D'accord. c'est typiquement quelque chose que n'importe qui pourra vous dire. Bah, tout le monde ne l'a pas dit, donc quelque part c'est bien, donc c'est pas tout le monde. Voilà. Alors, moi j'aimerais maintenant parler un petit peu de votre engagement politique, parce que vous l'avez d'ailleurs, c'est un sujet que vous avez abordé et c'est un mot que vous avez utilisé fréquemment depuis qu'on a commencé notre interview. Oui. Donc, ce qui montre à quel point le mot politique est un mot que vous avez vraiment en bouche. Hein. Donc, vous vous infusez le matin, vous picousez à la politique. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous engager en politique et avant évidemment d'aborder le fait que vous êtes aujourd'hui candidat? Alors, je pense que selon moi, il y a deux principaux éléments qui font que je me suis engagé en politique. Le premier, Ouais. c'est, je dirais, euh, mon attachement de par mon histoire, parce que je suis un enfant boursier. Enfin, j'ai vécu avec les bourses scolaires toute ma vie, en fait, et c'est ça qui m'a permis d'accéder aux études que j'ai faites. Tout à votre honneur. Hein. Voilà, et en fait, du coup, pour moi, c'est très important de pouvoir rappeler ça. C'est la défense aussi de cet état social qui nous permet aussi de nous élever. Et je pense que vu le contexte politique aujourd'hui, c'était extrêmement important pour moi de pouvoir m'exprimer sur ces sujets et de pouvoir aussi défendre un petit peu ces éléments. La deuxième chose, et je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, c'est, je pense, la dissolution. La dissolution en 2024, en juin 2024, a fait que ça a provoqué un électrochoc en moi, en étant hors de France, et en me disant, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on regarde juste passivement la télé ou on écoute passivement la radio et puis on se plaint sur une terrasse avec des amis, ou est-ce qu'on passe à l'action et comment est-ce qu'on le fait? Et en fait, donc c'est là où en fait, je me suis lancé dans l'organisation d'une manifestation citoyenne, ce qui m'a permis de faire mes premiers pas actifs, je dirais, au sein. C'est-à-dire que, je vous interromps, ça veut dire que c'est vous qui l'avez organisé? Tout à fait. Ouais, j'ai organisé cette manifestation citoyenne. J'avais l'appui de partis de gauche, notamment le Parti socialiste, qui m'a accompagné là-dessus.
Mais en fait, c'est surtout moi qui était responsable de ça. Et en fait, je l'ai fait de manière totalement citoyenne, ce qui m'a permis de connecter avec de nombreux acteurs de la société civile, avec des partis de gauche au niveau local, de pouvoir aussi un petit peu entendre les préoccupations des Français et des étrangers qui avaient autour de moi. Et ça, en fait, ça m'a permis aussi, et je pense que c'est extrêmement lié avec mon parcours. Hein. Je veux dire, ce contact de proximité que je développe constamment avec les acteurs privés, société civile, publique, ont fait que je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose d'intéressant, en tout cas, à pouvoir exploiter pour essayer de mieux représenter les personnes qui sont autour de moi. Et c'est comme ça que je me suis rapproché de Place Publique par une rencontre avec Raphaël Glucksmann, que vous connaissez très bien. Et en fait, qui m'a convaincu parce que Place Publique est un mouvement qui est jeune, qui a beaucoup travaillé avec la société civile, qui travaille toujours avec la société civile, qui a Donc cette vous êtes forme... à Paris. Oui, à Paris, exactement. Lors d'un passage à Paris, j'ai pu le rencontrer et en fait, on a discuté un peu. Vous lui avez envoyé un texto, vous lui avez dit il faut qu'on se voit. C'est ça. C'est un peu ça. Il faut un peu oser dans la vie. Hein. Oui, bien. Donc, et puis c'est comme ça en fait qu'on fait de la politique. On ne peut pas rester passif par rapport à des problèmes ou par rapport à des engagements. On peut être après frustré. Et donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'aujourd'hui la preuve c'est que Place Publique vous suit. Place Publique me suit, exactement, me soutient, et je les remercie parce que c'est pas évident dans ce contexte-là, c'est rapide, c'est au dernier moment un petit peu cette dissolution, mais cette décision du Conseil. Cette invalidation. Cette invalidation pour le candidat. Voilà, donc c'est vrai que ça a été fait ça s'est produit en plein été, je m'y attendais pas du tout, personne ne s'y attendait dans la circonscription, je pense, et donc c'est pas évident de s'organiser comme ça au dernier moment. Et pour autant, ils ont été derrière moi et ça fait vraiment plaisir. Enfin, ça me fait plaisir et du coup, il y a une marque de confiance. Donc, je suis très heureux. Alors, donc on a parlé aujourd'hui que vous avez le soutien effectivement de Place Publique. Comment vous comptez effectivement, alors d'abord, on a compris que vous étiez le candidat officiel aujourd'hui de la liste Place Publique. On va aborder ensuite l'aspect par rapport à votre positionnement par rapport à d'autres partis de gauche dont vous étiez très proche, voire même dans la même famille politique. On l'est toujours. Pardon ? Oui, non, mais justement, c'est pour ça que mais je réserve un peu parce que là, maintenant, vous faites un peu dissidence, scission. Alors, comment vous comptez défendre vos idées sans le soutien, effectivement, d'un grand parti politique ? Alors, je pense que, bon, déjà, il y a des réalités nationales, il y a des réalités locales. Donc, je pense qu'on a toujours le soutien de partis politiques comme le Parti socialiste au niveau national. On travaille, en tout cas, on est amis. Ce n'est pas parce que sur cette circonscription, on présente 2 candidats qu'on ne l'est pas. Nous, depuis le départ, on a eu une posture très ouverte. Moi, c'était vraiment, je veux dire, quand on m'a dit, OK, tu es candidat pour Place Publique, ma première réaction était de dire, il faut absolument qu'on parle avec le Parti socialiste, il faut absolument qu'on parle aussi avec les Verts. Ce qui a été fait, on a longuement discuté pendant des semaines. Maintenant, le Parti socialiste a pris la décision d'y aller seul au niveau local, ce que je respecte tout à fait. Il n'y a aucun sujet là-dessus pour moi. Alors, c'est vrai que ça peut provoquer peut-être des incompréhensions de la part des électeurs et des électrices, mais je pense qu'il faut aussi respecter cette décision. Et pour moi, on a aussi, je pense, on est 2 forces qui, même si elles se ressemblent, elles sont différentes dans leur construction, dans leur histoire. Ce que vous êtes en train de... Ouais, ce que vous êtes en train de dire, finalement, c'était vous qui étiez premier candidat, en fait, c'est ça ? Oui, j'ai été nommé par Place Publique, en tout cas, et vous le 4 août. Donc, et là, vous dites que c'est le candidat, finalement, soutenu par le PS, qui est arrivé après. Bon, je ne sais pas lequel des deux, enfin, je ne sais plus. Donc, mais en tout cas, c'est un peu comme ça que vous présentez les choses. Alors, on comprend que vous vous présentez aujourd'hui dans une élection partielle, mais est-ce que vous ne pensez pas, parce que c'est évidemment vous que j'ai devant moi, que vous présentez aujourd'hui ou en maintenant une candidature, est-ce que ça ne risque pas d'enlever la possibilité d'avoir un candidat de gauche au second tour ? Parce que déjà qu'il y a une scission aussi entre le nouveau Front populaire, qui lui-même aujourd'hui est mis à mal, parce que justement le PS fait une candidature séparée. Oui, alors sur le nouveau Front populaire, nous on est clair, je ne reviendrai pas là-dessus. Oui, je suis d'accord avec vous. On connaît les positions de Raphaël Glucksmann. Voilà, donc c'est finalement au Parti socialiste de s'expliquer sur ces sujets. Nous, on est très clair depuis le départ.
Je pense qu'il y a une chose, déjà, c'est les Français de l'étranger qui vont décider. Je veux dire, c'est un électorat qui se rendra aux urnes et qui décidera quelle force de gauche ou de droite, si tant est que ce soit un candidat de droite, je ne l'espère pas, on verra les résultats, quoi. Oui, Deux- mais ma une question, deuxième c'était de chose, vous demander, pardon, alors allez-y. oui. Euh, Pardon, du coup, j'ai perdu le fil. Ma question était simple. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en ayant trois candidats aujourd'hui, de gauche, j'entends, vous ne risquez pas de vous bloquer les uns les autres et faire en sorte qu'aucun d'entre vous ne soit représenté au second tour? Non, je pense S'il pas n'y avait parce eu que que deux candidats, on peut espérer que l'un des deux aurait passé la barre pour pouvoir justement présenter une candidature sur un second tour. non, je pense pas. Je pense que certes, on est une force de gauche, mais aussi on incarne quelque chose de différent. Je veux dire, on est né, Place Publique est né à travers un discours très européen. On est né à travers les élections européennes. Et donc cette identité européenne, cet ADN que nous avons, il est fondamentalement, je pense, différent de par notre construction à travers ce sujet-là que les autres partis. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Parti socialiste aussi a voulu aller avec nous pour les élections européennes, c'est pour nos discours internationaux, pour nos positions européennes. Et je pense que quand on est français de l'étranger, surtout en Espagne et au Portugal, deux pays membres de l'Union européenne, très europhiles par ailleurs, je pense que ma candidature peut aussi changer par rapport à les positionnements plus du Parti socialiste ou même du NFP. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas européens, je dis juste que, en tout cas, le discours que nous avons et les positionnements que nous avons sur l'Europe sont différents. Et je pense que, voilà, je pense qu'on a des candidatures qui sont toutes intéressantes. Et dans un débat démocratique, dans une démocratie, je pense que c'est important aussi d'avoir des représentations de différents partis et que les électeurs puissent choisir ensuite. D'accord, donc ça veut dire en gros, on verra bien ce qui se passe. On verra bien. Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Pour essayer de résumer. Alors, qu'est-ce qui vous distingue le plus, Johan Schermet-Wegner, par rapport à vos adversaires dans cette campagne? Alors, je le disais, moi je pense que ce qui nous distingue, enfin ce qui me distingue, ce qui distingue en tout cas aussi la Oui. force politique que je représente, c'est cette volonté de dialogue et de compromis. Ça, c'est quelque chose que vraiment je souhaite énormément porter. Et d'ailleurs, j'ai des contacts avec les autres forces politiques, quelles qu'elles soient, en tout cas toute la gauche. Et c'est important qu'on puisse continuer à dialoguer, c'est important qu'on puisse s'exprimer, nos dialogues, nos différences. Et donc, pour moi, je pense que c'est cette valeur fondamentale que je souhaite apporter au débat et ce qui est extrêmement nécessaire aussi dans le contexte politique que l'on vit aujourd'hui. Il faut un petit peu d'apaisement sur les sujets, il faut un petit peu aussi être enclin un peu plus à de la coopération, à voir quels compromis on peut faire sur différentes décisions. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui, je pense, marque la différence par rapport aux autres partis. J'ai aussi une expérience à apporter, une expérience de proximité avec la société civile, constante, permanente. D'ailleurs, je pense que j'ai aussi une certaine envie de montrer que je suis une personne très très engagée, mais pas engagée tel qu'on l'entend. Engagement associatif, politique, ça on le sait, on l'a déjà dit. Pour moi, être engagé, c'est aussi être engagé par rapport aux électeurs, par rapport à la circonscription sur laquelle je me présente. Vous voyez, par exemple, pour vous donner une anecdote, pendant cette campagne, je continue à travailler, donc ce qui rend difficile aussi le fait de faire campagne, dans une campagne aussi courte. Je n'ai pas voulu me sortir de mes engagements professionnels. Je continue d'accompagner les associations en Colombie et au Sénégal. J'ai d'ailleurs commencé juste avant le début de la campagne, j'étais en Colombie. Donc ça a été aussi quelque chose de difficile pour moi, mais en tout cas, ce qui marque aussi quelque chose de différent, je pense. Lorsque je mets ma parole en jeu, je la tiens jusqu'au bout, et ça, c'est une autre manière de faire de la politique, et c'est ça que je souhaite défendre. Alors, Johan, votre circonscription couvre 4 pays. Comment allez-vous rester proche des électeurs, permanence, déplacement, outils numériques? Enfin voilà, je ne sais pas comment vous allez faire. Oui, alors déjà, comme je le répète, la campagne est très courte, donc Ouais. j'ai malheureusement pas pu me rendre partout. Ça, c'est un énorme regret, pour vous le dire franchement. J'aurais vraiment énormément aimé pouvoir me rendre dans le nord de l'Espagne, en Andalousie, dans les îles Baléares,
îles Canaries, même les îles portugaises, l'Algarve. Tous ces endroits, en fait, pour moi, seront, je pense... En fait, vous ne citez que des lieux de villégiature. Hein. Bah, pas forcément, non. Il y a énormément Ok. de retraités, il y a énormément aussi de jeunes, de familles qui vivent là-bas. C'est pas Bien sûr. simplement des endroits de villégiature. Et pour rappel, je pense que dans cette circonscription et dans beaucoup d'autres circonscriptions des Français de l'étranger, nous ne sommes pas des expatriés. Nous sommes beaucoup, en tout cas pour une grande majeure partie, des résidents de droit local, nous sommes des familles, nous sommes... Voilà, donc c'est toute notre diversité qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte. J'oublie pas non plus Monaco et Andorre, et c'est malheureusement, voilà, la campagne est courte, je peux pas y aller. Donc du coup, tous ces endroits que je vous cite, pour moi, ce sera vraiment ma priorité. Si demain je suis élu, je pense que c'est important de se rendre sur le terrain. Le terrain est une valeur fondamentale pour moi, et donc j'irai, c'est les premiers déplacements que je ferai. Et alors après, vous m'avez posé la question sur les autres outils, et je me tais, je vous laisse la parole. C'est surtout, vous l'avez cité déjà, je pense que ça c'est un fondamental, c'est de créer des outils aussi, de profiter des outils numériques pour rester en contact permanent avec la circonscription. J'ai aussi une équipe, une suppléante qui réside en Espagne, donc elle sera également là. On mettra en œuvre tous les moyens pour faire en sorte qu'on cultive cette proximité au quotidien. Oui, alors justement, alors votre suppléante, elle réside aussi en Espagne, vous venez de le dire. Pourquoi ne pas avoir réussi à avoir un suppléant ou une suppléante dans une autre partie de la circonscription? Ça peut être Portugal, ça peut être Monaco, ça peut être Andorre. Andorre, c'est pas très loin. En plus, vous êtes à Barcelone. Parce Ça que se pour fait en moi, voiture. oui, tout à fait, je comprends votre question. Alors, ça a été une décision que j'ai prise parce que je pense qu'un suppléant ou une suppléante, ce qui est important, c'est surtout ses qualités. C'est aussi les compétences que cette personne ramène. Et je pense que ce que j'ai trouvé en Aurélie, je ne l'aurais pas forcément trouvé chez quelqu'un d'autre. C'est un soutien permanent, c'est presque une coach de vie en fait. Elle apporte aussi un autre regard à la politique. Elle n'est pas politisée. On est un peu nouveaux tous les deux en politique en fait. Et c'est ça dont j'avais besoin. Et j'avais besoin d'un air frais et de nouvelles idées pour parler franchement, ne pas parler avec de la langue de bois, et c'est tout ce que m'apporte Aurélie. Et par ailleurs, Aurélie a aussi une longue vie d'expérience à l'étranger, et je pense que pour comprendre les Français de l'étranger, c'est pas uniquement vivre soit en Espagne, comme c'est notre cas, ou au Portugal, en Andorre ou à Monaco, c'est aussi d'avoir cette fibre, non, cette compréhension pour ce que c'est d'être une Française ou un Français de l'étranger. Donc je pense que tout ça, elle me l'apporte, et c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Alors, Johan Charmet-Wagner, si vous êtes élu, quelles seraient ou quelles seront vos 3 premières priorités concrètes pour les Français de l'étranger? Alors, j'en suis sûr même, c'est que les 3 priorités, et d'ailleurs c'est ce que j'ai pu aussi remarquer sur le terrain dans mes derniers déplacements, c'est ce que tout le monde m'a aussi confirmé, c'est d'abord l'éducation. L'éducation, l'agence d'enseignement français de l'étranger vit un déficit budgétaire chronique qui met en péril la scolarité de nos enfants, qui fait que les frais de scolarité ne font qu'augmenter, les bourses scolaires sont menacées, les statuts des enseignants sont également de plus en plus précaires, il y a de moins en moins de détachements. D'ailleurs, je rejoins et je soutiens fortement la mobilisation qu'il y aura le 18 septembre de l'AEFE, parce qu'il faut trouver une issue, et pour le moment, l'issue budgétaire, ou en tout cas les négociations qui sont en cours, je pense, partent du mauvais pied. Pourquoi? Parce qu'elle n'inclut pas forcément les partenaires sociaux, elle n'inclut pas la société civile. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est de l'ordre aussi d'une manière de faire différente qu'il faut adopter. Si aujourd'hui on a autant d'instabilité en France, c'est parce qu'on ne prend pas en compte aussi l'ensemble de nos partenaires sociaux, de la société civile. On a besoin de dialogue, on a besoin de prise en compte pour faire société et pour faire l'État. Il faut que nous soyons tous autour de la table pour pouvoir trouver une solution commune. C'est ma première priorité. Ma seconde priorité, c'est évidemment ce que j'appelle... Pardon, je me lance un peu. Allez-y, allez-y. La seconde priorité, pour moi, c'est, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure à travers mon parcours, c'est surtout défendre ce que j'aime bien appeler les faiseurs de liens. Les faiseurs de liens, c'est à la fois nos consulats, pareil, menacés, supprimés, fonctions administratives inexistantes, notamment à Bilbao et à Séville,
des consulats honoraires qui ne peuvent pas répondre aux préoccupations de par leur mandat qui n'est pas celui d'un consulat général et répondre aux préoccupations des Français sur le terrain. Je pense aussi à Porto, aux îles qui sont abandonnées aussi par ces fonctions administratives qui sont loin. Comme je le disais, nous sommes des Français d'étrangers au statut extrêmement divers et la plupart d'entre nous sommes résidents de contrats locaux et nous n'avons pas forcément les moyens de nous déplacer sur 400 km à prendre l'avion. Donc je pense que ça, c'est important de le défendre. Il faut défendre un service public de qualité, quel que soit l'état de nos budgets. C'est important et ça ne coûte pas grand-chose à l'État. Et il faut qu'on puisse envoyer des agents consulaires. Par ailleurs, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt alors? Parce que vous dites que ça ne coûte pas grand-chose à l'État. Donc si ça ne coûte pas grand-chose, pourquoi on ne le fait pas? Alors ça, il faut demander justement à mes adversaires politiques, puisque depuis 2004... Je vous demande à vous. Depuis 2004, on subit des baisses répétées de budget au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça a commencé sous Chirac, ça a continué sous Sarkozy, Hollande, aujourd'hui avec Macron. Donc je pense que PS et les Républicains aujourd'hui ont une certaine responsabilité aussi de ces baisses de budget. Donc il faut aussi c'est factuel, il faut aussi le mettre sur la table. Je pense aussi que quand vous dites PS, mais je vous rappelle quand même que jusqu'à présent vous faites quand même partie du même groupe. Mais je ne suis pas le Parti socialiste. Oui, alors ça veut dire quoi? Alors attendez, justement, me vient une question. Des désaccords. Oui, alors justement, Johan Chermet-Wagner, comment ça va se passer? On imagine, alors demain vous êtes député, vous allez siéger où? Dans quel groupe? Le groupe socialiste et apparenté, comme nos deux autres députés, Aurélien Rousseau et Sacha Houlié. D'accord. Donc finalement, non, parce que là, vous avez mis en cause en fait le PS, mais quelque part, vous irez quand même, vous suivrez un peu la même logique et vous ferez partie du groupe de la même manière. Ça ne veut pas dire parti politique. Et puis ça veut dire que vous garderez votre indépendance? Ça veut dire que vous garderez votre indépendance? Bien sûr, et c'est important. On est député, on appartient à une force politique et c'est important de marquer notre différence. On ne peut pas forcément être d'accord sur tout. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas d'accord sur certains points, que tout de suite on est obligé de se séparer ou d'avoir des conflits. Je pense que c'est. De temps en temps, ça fait des drames, hein, surtout actuellement. Hein. Oui, mais je pense que nos amis socialistes sont aussi extrêmement, ils sont extrêmement intelligents là-dessus. On n'est pas là pour faire du bavardage ou. Je pense que les Français en ont marre en fait de ça. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. On peut arriver à des accords, on peut arriver à des désaccords aussi, et ce n'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir une vision qui est commune, qui est importante. Donc, ça veut dire que si demain vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez garder votre liberté et avoir un vote contraire à celui qui serait proposé par le groupe dans lequel vous siégeriez. Tout à fait, parce que je représente les Françaises et Français de l'étranger de la 5e circonscription. Donc, si une décision vient à l'encontre de leurs intérêts, je pense que je pourrais m'y opposer, et c'est assez clair et net. Alors justement, on a abordé. Alors, moi, j'aurais quand même voulu qu'avant cela, Pardon? J'avais pas fini sur mes priorités. Alors, on va finir sur la priorité. Allez-y, je vous laisse finir. Non, juste pour terminer, je vous prends pas beaucoup de temps de parole. Non, juste pour terminer sur les faiseurs de liens qui me paraissent importants. J'ai mentionné les consulats, je mentionne aussi les instituts français. On est allé à Valencia avec mon directeur de campagne il y a quelques jours. On a vu les conséquences aussi de la fin de l'Institut français de Valencia. On a vu le bâtiment qui est laissé à l'abandon, ce qui a détruit aussi un petit peu, ce qui a totalement détruit notre rayonnement en fait dans la ville. D'ailleurs, les administrations locales étaient extrêmement surprises de ce retrait. Ça a provoqué énormément de problèmes sociaux, de problèmes avec le personnel qui a été maltraité. Et je pense que c'est important de revenir aussi sur ces décisions, de défendre nos instituts culturels qui font partie de notre rayonnement. Quand je pense faiseurs de liens, je pense aussi à nos associations, et c'est extrêmement important, et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en avant. La société civile, c'est celle qui participe à notre qualité démocratique, c'est celle qui participe à notre lien avec la France, à notre proximité. Ils luttent au quotidien pour essayer de nous faciliter la vie, et je pense que c'est extrêmement important de défendre leurs subventions qui ne coûtent pas grand-chose à l'État, encore une fois, et qui permettent de faire vivre nos communautés françaises à l'étranger. Et enfin, le dernier faiseur de lien, très important pour moi, le secteur privé. Le secteur privé, ce sont nos entrepreneurs et nos chefs d'entreprise. C'est eux qui font notre rayonnement économique, c'est eux qui participent à notre richesse aussi. C'est grâce à ça aussi que la France est le premier partenaire commercial de la France, parmi les premiers du Portugal. Et je pense qu'il faut savoir aussi les défendre, les écouter et leur parler. Et enfin, ma dernière priorité, je ne serai pas long, c'est le climat, les transports.
Je suis de Perpignan. J'ai vécu les travaux de la ligne à grande vitesse qui reliait la France à l'Espagne, qui nous a coûté des milliards. Aujourd'hui, je constate que nous avons uniquement 4 trains par jour au total qui relient la France et l'Espagne. 2 points frontaliers, Irún et Portbou, qui sont quasiment à l'arrêt. Une ligne qui est déficiente entre Monaco et Nice. Et je pense qu'il va falloir aussi un petit peu prendre les devants en tant que député et défendre ces sujets. Ça en va de notre avenir, en fait. C'est notre adaptation au changement climatique qui est en jeu et c'est important de défendre. Mais on m'a dit que je crois que les lignes ferroviaires sont plus chères, en fait, que beaucoup plus chères que de prendre l'avion. C'est un énorme problème. Et c'est un énorme problème. Et c'est un problème partout, parce qu'en France aussi. Aujourd'hui, quand on prend le train en France, alors de temps en temps, on n'a plus d'avions comme on pouvait en avoir avant vers Bordeaux ou vers certaines villes, parce qu'aujourd'hui, on a supprimé les liaisons aériennes. Ou en tout cas, il n'y en a quasiment plus. Mais c'est malheureux aujourd'hui de voir effectivement le coût des transports qui a littéralement explosé, surtout dans les transports ferroviaires. Donc là, vous allez aussi prendre votre bâton de… Mais alors… Je vais effectivement prendre mon bâton. Et vous savez pourquoi le prix est 2 fois, en moyenne, 2 fois plus cher que l'avion? C'est parce qu'en France, nous avons des péages, ce qu'on appelle, c'est partout en Europe, nous avons des péages, ce qu'on appelle des péages ferroviaires. Et en France, nous avons les péages ferroviaires les plus élevés d'Europe. Et je pense que ces péages ferroviaires, il faut pouvoir les baisser. C'est une mesure très facile à faire. Nous pouvons défendre cette mesure-là et c'est ce qui aura un effet sur les prix. Je pense que si on veut prôner des modes de transport durables, il va falloir aussi mettre des investissements sur la table, attirer des investissements privés s'il le faut, mais il faut pouvoir rénover nos infrastructures ferroviaires qui sont parmi les plus vieillissantes d'Europe, je tiens à le rappeler, et aussi faire en sorte qu'il y ait un peu plus de coopération ferroviaire. On ne peut pas s'arrêter simplement, alors je sais que ce sujet est très polémique entre la France et l'Espagne, mais on ne peut pas simplement le regarder en face. Pas simplement être passif. Je vois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Quand vous avez dit tout à l'heure, plusieurs fois d'ailleurs, parce que je l'ai noté, ça ne coûtera pas très cher en fait à l'État. Vous estimez à combien les coûts, que ce soit à la fois pour le scolaire, que ce soit les coûts, enfin les différentes solutions que vous essayez d'apporter, que ce soit pour les consulats, que ce soit pour avoir plus de personnel, vous estimez ça à combien? Juste pour savoir. Non, mais je pense qu'il faut aussi… Oui, mais vous l'avez mesuré. Vous devez, parce que quand vous dites que ça ne coûte pas très cher, donc vous devez savoir ce que ça représente. Je pense qu'il faut un peu sortir de cette logique de coût. Il faut aussi regarder ce que nous rapportent les Français de l'étranger. On rapporte énormément de richesses à la France, de rayonnement, c'est important de le souligner. Encore une fois, sur ce sujet de la dette, je pense que plutôt que parler toujours de dépenses, il faut aussi pouvoir regarder les recettes. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme recette pour financer cette dette publique? Encore une fois, la dette publique, c'est pas… je veux dire, on le présente comme une forme de cataclysme qui va nous arriver, qui nous arrive devant nous. Il y a des pays développés comme le Japon, par exemple, ça fait des années qu'ils ont une dette publique énorme, et pour autant, ils ne sont pas en train de s'écrouler. Je pense que la dette publique… Elle n'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Elle n'est peut-être pas pour les mêmes raisons. Mais je pense qu'il faut aussi changer un petit peu la perspective qu'on a par rapport à ce sujet-là. C'est important d'avoir de l'efficacité. Le Japon est quand même un pays… Oui, mais le Japon est un pays isolé. Comme la France, on est la 7e puissance économique mondiale. Oui, mais le Japon est un pays isolé par rapport à un grand pays qui est juste face à lui. Et puis en même temps, le Japon est aussi un pays qui est sur des zones sismologiques très importantes. Donc effectivement, ils sont obligés de faire face à un certain nombre de dépenses. Quand on construit une autoroute au Japon ou une voie ferroviaire, c'est clair que le coût est naturellement plus élevé qu'il ne l'est en France parce qu'il y a un risque, d'avoir un cataclysme. Donc la logique, ou quand on construit un immeuble, c'est exactement la même chose. Tout à fait. Et ce coût va nous arriver aussi, Thierry. Ce qui s'est passé cet été avec les chaleurs que nous avons connues en France, en Espagne, au Portugal, la Cour des comptes l'a estimé à 10 milliards. Donc je pense que si on arrête aujourd'hui les dépenses publiques, de toute façon, si aujourd'hui on prône une politique d'austérité, et ça je vous renvoie aux travaux d'Aurore Lalucq, qui est notre coprésidente Place Publique, qui est présidente de la Commission économie et monétaire du Parlement européen, qui est spécialiste en fiscalité, elle le dit très très bien. Je veux dire, les coûts, il faut arrêter de voir la dépense publique uniquement comme un coût. La dépense publique, c'est aussi plus de croissance économique, c'est également plus de pouvoir d'achat, c'est également plus d'impact social. On n'a pas envie d'arriver dans une forme de politique d'austérité incontrôlée qui va durer des années, qui va nous apporter de la déficience en matière d'investissement dans l'adaptation au changement climatique, dans la lutte contre la pauvreté et dans les écarts qu'on a d'inégalité.
Aujourd'hui, on n'a jamais connu un taux de pauvreté aussi élevé. Je le rappelle, plus de 15%. Les écarts entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres se sont grandement creusés. Et comme je le disais tout à l'heure, 10 milliards à cause des chaleurs de cet été. Donc, en fait, ça dépend du modèle de société qu'on choisit. Moi, je pense que je pars du principe que nous devons choisir ce modèle-là, puisque le coût sera bien plus élevé qu'on ne le croit à la fin si on n'investit pas et qu'on ne continue pas d'investir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi réfléchir à l'efficacité de la dépense publique. Je suis totalement d'accord avec vous, il y a un travail à faire. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas encore député, mais ces sujets, c'est ceux que je veux défendre. Et je m'associerai avec mon parti politique et tous les groupes politiques qui souhaitent se joindre à nous pour justement trouver une solution à ce débat. Alors justement, on parle de fiscalité. Il y a une taxe dont on parle beaucoup actuellement, qui est la taxe Zuckman, qui propose une contribution spécifique des Français, alors à la fois des Français pour les grandes fortunes. De la même manière, on parle aussi de taxer, d'avoir un impôt, on va dire, universel, qui a été soulevé par plusieurs partis politiques. Voilà, ça suscite évidemment des débats. Quelle est votre position sur ces deux mesures ? Alors, je vais d'abord commencer sur l'imposition universelle. Moi, je suis totalement contre. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est Français de l'étranger et dans cette circonscription, la plupart d'entre nous sommes de droit local. Donc, en fait, on paye déjà des impôts et ça reviendrait à remettre en question nos conventions fiscales, le système de double imposition qui aujourd'hui ne doit pas avoir lieu d'être, notamment en Europe. Sur la taxe Zuckman, on l'appelle comme on veut. Et ça, la position, enfin, je veux dire, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter simplement à une marque taxe Zuckman. L'idée, c'est que… il est devenu célèbre. Hein. C'est un économiste qui est devenu très célèbre. Hein. Mais c'est très bien, ça nous fait parler de fiscalité, Thierry. Donc, c'est super puisqu'on n'en parlait jamais. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'intérêt de ce débat-là, c'est de pouvoir réellement parler du problème qui est celui de la fiscalité. La dette aujourd'hui que nous avons, elle est en partie fiscale à cause de décisions fiscales qui ont été prises ces dernières années. Ça, je vous renvoie encore aux travaux et aux positions d'Aurore Lalucq. Sur le sujet particulier de la taxe Zuckman, je pense que l'idée, c'est plutôt que parler de taxe Zuckman, il faut réfléchir où sont les recettes. Et je pense que pour faire société, il faut que tout le monde puisse contribuer. On parle surtout de faire contribuer les grandes fortunes, c'est-à-dire des foyers fiscaux qui ont des patrimoines de plus de 100 millions d'euros. Je ne sais pas vous, mais moi, ce n'est pas mon cas. C'est 1800 foyers fiscaux. Donc, je pense que relativement, on est quand même les personnes aisées sont relativement protégées par ce genre de mesures. On peut trouver plein d'autres mesures qui peuvent être mises. L'idée, c'est surtout de pouvoir discuter de ce sujet et de trouver la meilleure façon de traiter le problème de la fiscalité, qui est un sujet important. Et donc voilà, je pense que si on… Mais vous ne m'avez pas répondu. Alors, est-ce que vous êtes favorable à cette taxation ou pas? Alors non, vous m'avez répondu sur la taxe. Alors, je vous ai répondu sur la position universelle, je vous ai dit que non, je ne suis pas d'accord. On est bien d'accord. Mais par contre, je parle sur la taxe Zuckman. Alors, comment vous le… Mais sur la taxe Zuckman, on peut l'appeler comme on veut, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je pense que ce n'est pas l'idée de se focaliser uniquement sur la taxe Zuckman. On peut trouver d'autres mesures qui peuvent être discutées. Mais vous n'êtes pas défavorable. Vous n'êtes pas défavorable en soi. Je ne suis pas forcément défavorable, mais je pense que le débat est ouvert et il faut encore une fois arriver à un compromis puisque l'impôt, c'est ce qui fait la démocratie. L'impôt, on est tous égaux devant l'impôt. D'accord ? Donc je pense que là, ici, c'est un sujet qu'on doit traiter avec l'ensemble de nos partenaires sociaux, avec l'ensemble des forces politiques, parce que tant qu'on n'arrivera pas à un accord commun sur ce sujet, en fait, on détruit le débat démocratique et c'est important qu'on puisse avoir ce lien avec l'impôt et il faut qu'on puisse en discuter, dialoguer, quelle que soit la mesure qu'on met en place sur la table. D'accord. Il va peut-être falloir plus d'impôts pour pouvoir financer justement le programme que vous souhaitiez mettre en place. Très certainement. Et encore une fois, par contre, ce que je souhaite aussi vous dire, c'est que là, on parle de quoi? On parle des Français de l'étranger. Ça représente vraiment pas grand-chose par rapport au budget de l'État. On parle de quelques millions. Et les quelques millions investis dans l'éducation des Français de l'étranger, dans nos consulats, ça va nous rapporter beaucoup plus de richesse et d'impact social et aussi surtout de permettre d'améliorer ce vivre ensemble et se faire société. Et ça, c'est le plus important vu ce qu'on vit aujourd'hui. Est-ce qu'on veut plus d'instabilité politique, plus de polarisation, ou est-ce qu'on veut quelque chose d'un peu plus stable et d'un peu plus, je dirais, avec un avenir un peu plus positif que
c'est juste l'addition des quelques millions plus les quelques millions qui finissent par faire les quelques millions, voilà. les quelques millions le petit ruisseau, vous savez, qui finit par devenir un non, fleuve. tout à fait. Non, mais je comprends tout à fait. Mais je veux dire, il faut aussi se mettre en tête que on parle de quelques millions à l'échelle de plusieurs milliards. Enfin, je veux dire, ça ne représente vraiment pas grand-chose à l'échelle du budget de l'État. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut aussi remettre un petit peu les choses à plat et puis en discuter calmement. Alors, quels sont selon vous, on va changer de sujet parce que je pense que là, effectivement, on a eu l'occasion de pouvoir en parler. On a bien compris, évidemment, en tout cas, vous avez bien défendu votre position. Quels sont selon vous les principaux défis que rencontrent les Français vivant dans les 4 pays qui nous concernent directement? Donc, je rappelle, l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre. Et comment vous voyez l'évolution des relations entre la France et ces pays dans les prochaines années? Très bonne question. Alors, je pense que déjà, les Français et l'étranger, leur principale difficulté, je le mentionnais déjà tout à l'heure sur les faiseurs de liens, c'est l'éloignement, c'est l'état du service public consulaire, et ça, il faut pouvoir l'améliorer, il faut pouvoir le soutenir, il faut pouvoir renforcer les agents. Je pense notamment à nos compatriotes qui vivent dans les îles. Encore une fois, détacher un agent, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Ça permet aussi à ces personnes-là de se sentir accompagnées, de se sentir écoutées et de s'éviter de faire 400 km pour aller à Madrid et faire leur passeport, par exemple. Donc je pense que ça, c'est un vrai sujet qu'il faut pouvoir défendre. L'éducation en est un autre, je ne vais pas revenir dessus, on l'a déjà mentionné, il faut pouvoir défendre nos professeurs, il faut pouvoir défendre les enfants en situation de handicap. Je rappelle que les bourses des accompagnants des enfants en situation de handicap dans les lycées français s'est vu grignoter de 20% de son budget, et je trouve que ce n'est pas normal, puisque derrière, c'est aussi des familles qui souffrent. Ce sont des familles qui sont complètement démunies, et donc ça, il faut pouvoir aussi les défendre, et il faut pouvoir le mettre sur la table. Et ça, clairement, ce sont toutes ces choses que je suis en train de vous mentionner, ce sont des éléments de terrain que j'ai pu analyser et qui me sont remontés tous les jours, que ce soit à Barcelone, à Madrid, à Valencia, et je suis persuadé que cette semaine, je me rends au Portugal, et ce sera exactement la même chose. Pour votre seconde question, sur l'état des relations entre la France et l'Espagne, et le Portugal, et Monaco, et Andorre, alors déjà, elle est différente, parce qu'on a 2 principautés, donc c'est particulier, donc nos relations sont différentes. Dans le cadre plutôt du Portugal et de l'Espagne, je pense que là où on est une relation vraiment diplomatique, je dirais, avec des États qui sont, la principauté d'Andorre, nous sommes coprinces, enfin, le président de la République est coprince, donc nous avons des liens très forts avec ces principautés-là, et je pense que nos relations sont extrêmement bonnes, et il faut pouvoir les maintenir, il faut pouvoir les soutenir. Pour l'Espagne et le Portugal, on est dans des cas qui sont différents, ce sont 2 États membres de l'Union européenne, avec lesquels nous avons d'excellentes relations, et je pense que pour ça, il faut pouvoir les maintenir. Le rôle d'un député, bien évidemment, ce n'est pas celui de remplacer le travail de nos ambassades et de nos consulats, que d'ailleurs je salue. C'est aussi de pouvoir compléter un lien différent finalement. Et ça, je m'en suis rendu compte notamment lors de ma visite cette semaine, la semaine dernière, très intéressante avec le Conseil économique et social espagnol qui nous a reçus, qui est cette assemblée représentative des différents partenaires sociaux. Donc on a la représentation des syndicats, du patronat, et de la société civile. Nous avons la même chose en France et la même chose au Portugal. C'est un peu ce lien qu'on peut créer aussi en tant que député, c'est de pouvoir être en lien avec ces assemblées consultatives, de pouvoir aussi repérer, identifier des politiques publiques intéressantes qui ont fonctionné en Espagne ou au Portugal. En Espagne, je pense notamment à la loi contre les violences sexistes et sexuelles, donc qui fait beaucoup parler d'elle. Qui a été la première quasiment en Europe. Hein. Exactement, et l'Espagne est un modèle. Et très en avance comme modèle. Je pense également le rôle que joue aussi la société dans la société espagnole et portugaise dans son acceptation des personnes LGBTQIA+. Donc ça aussi, c'est un modèle, il faut pouvoir aussi s'en inspirer. Comme je dis, c'est accepter toutes les personnes, quelle que soit leur orientation sexuelle, leur origine ou leur condition de genre. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. C'est important qu'on puisse porter ces sujets, quelle que soit notre position là-dessus, parce que heureusement, en fait, ça fait société. Ça fait société et il faut pouvoir accepter tout le monde et il faut pouvoir défendre ces personnes-là. Et j'en fais partie, pour être honnête, puisque je suis avec mon conjoint depuis 10 ans, donc en fait je me sens particulièrement concerné par ces sujets. J'ai travaillé aussi pour des fondations défendant les femmes victimes de violences sexuelles.
Je pense que toutes ces bonnes pratiques, il faut pouvoir les faire remonter. On peut aussi parler de la gestion de l'eau. En Catalogne, on a vécu d'énormes sécheresses. Je viens de Perpignan. Perpignan est une région sinistrée en matière d'accès à l'eau. Comme vous le savez peut-être, on est en stress hydrique depuis maintenant 4 ans. Et il y a des choses qui sont en Espagne qui sont particulièrement intéressantes en termes d'innovation sur ces sujets. Il faut pouvoir aussi les repérer, pouvoir mener des collaborations, investir. Je pense qu'au Portugal, il y a aussi de très belles choses qui se font. Moi, ce que j'aimerais aussi soutenir, soutenir et aussi souligner, c'est l'engagement de la principauté de Monaco pour les questions liées à la protection des océans. Et ça aussi, c'est un modèle. Il faut pouvoir aussi soutenir ces initiatives. Il faut pouvoir travailler avec les Monégasques et avec les Français qui vivent sur le Rocher pour pouvoir... Et avec le prince qui a toujours été très engagé là-dessus. Exactement, exactement. Et ça, franchement, ça, ce sont des belles choses qu'il faut pouvoir porter. C'est pour moi... Plutôt que de montrer toujours le négatif, il faut pouvoir aussi aller vers le positif. Il y en a. C'est très bien. Johan Charmet-Wagner, moi j'avais une question, alors évidemment, qui va parler de votre. Enfin, qui va parler évidemment du député sortant qui était invalidé, donc Stéphane Vojetta, qui s'était fortement engagé à l'époque pour la loi, à la fois la loi influenceur, mais aussi qui s'était aussi fortement engagé sur la loi de protection des mineurs. Donc, aujourd'hui, il n'est plus député. Est-ce que vous, si demain vous êtes député, est-ce que vous continuerez à travailler sur ces dossiers ou est-ce que vous préférez aller sur tout autre sujet qui vous préoccupe peut-être davantage? Écoutez, je pense que bien sûr que s'il y a une alternance, il faut aussi marquer sa rupture, il faut marquer aussi sa différence, c'est important. Il y aura des sujets qui sont aussi pour moi prioritaires et que je porterai, je les ai déjà cités. Mais je pense aussi que c'est important de pouvoir continuer des combats comme celui de Stéphane Vojetta, et d'ailleurs il l'a fait en partenariat, enfin en tout cas en collaboration avec un député socialiste, donc c'est bien au-delà voilà, c'est bien au-delà de l'appartenance de la couleur politique. Oui. Je pense que ce sont des sujets qu'il faut pouvoir continuer à mener, qu'il faut pouvoir continuer à combattre. Il y a un vrai problème sur ces questions-là, sur les sujets de la relation que l'enfant a à l'écran, sur la relation aussi des influenceurs avec leur public. Je pense que tout ça, il faut pouvoir continuer à porter ces combats-là. Et pour le coup, j'aimerais beaucoup pouvoir en discuter avec Stéphane un jour pour pouvoir justement qu'il m'explique un petit peu ses problématiques et son expérience sur le sujet. Eh ben voilà, le message est passé. Dans un esprit républicain. Je ne sais pas si vous vous connaissez déjà, je pense que oui, parce que non. Eh ben, il y a toujours une séparation entre Madrid et Barcelone. Je pensais que c'était limité au football, mais finalement, je me rends compte que ça doit être la distance. C'est peut-être que Stéphane ne s'est pas assez rendu à Barcelone aussi. Ou alors l'AGV ne va pas assez vite pour relier les deux villes. Ça, c'est très espagnol. Qu'est-ce que je voulais vous demander? Oui, vous considérez aujourd'hui que le travail de député, si demain, effectivement, vous êtes élu, c'est de passer votre temps à Paris ou de répartir votre activité en vous rendant fréquemment en région ou en l'occurrence dans la circonscription, ou que ce soit votre suppléante qui participe. Voilà. Parce que beaucoup de Français, et des Français de l'étranger, considèrent qu'ils se sentent souvent très éloignés en fait, de leurs députés. Tout à fait, ils ont raison de le souligner. Et moi, je suis de Perpignan et on est souvent aussi très oubliés, figurez-vous. Donc, voilà, toutes choses égales par ailleurs. Moi, en France, à Perpignan, nos députés, on ne les voit jamais. Non, je pense là aussi, le message est passé. Là aussi, le message est passé. J'en connais. Parce que les conséquences de l'extrême droite sur mon territoire, je peux les voir au quotidien. Et ça, c'est vraiment la chose contre laquelle je veux lutter. Soit dit en passant. Pour le coup, non, alors moi, ce que je vous disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de terrain. Donc, typiquement, je ne fais pas ça pour être uniquement à Paris. On a bien évidemment des obligations parlementaires. On doit aller voter les lois et siéger. On doit siéger dans des commissions. On doit siéger en assemblée pleine, donc en plénière. Donc, bien évidemment, je serai très souvent dans l'hémicycle. Par ailleurs, tout le temps que j'aurai à disposition seront de toute façon dans la circonscription, puisque je réside ici, mon conjoint habite ici, je suis de Perpignan, donc je suis tout le temps là. Non, vous n'êtes pas de Perpignan, vous êtes de Barcelone.
Alors, je suis né à Perpignan, Oui. originaire de Tuire, et j'habite Non, mais, à Barcelone depuis 5 non, ans. non, parce Oui, que de la manière dont vous le disiez, là, c'est je suis de Perpignan, donc tout va bien. oui, Je non, mais viens, je suis je prends ma originaire de voiture et je Perpignan. viens, De toute bien façon, sûr, quand je rentre, je vais voir ma famille, bien évidemment, très bien sûr. souvent, donc je suis aussi ici. Ok. Donc non, je pense que l'ambition que j'ai, et en tout cas, et c'est pour ça que je le fais, parce qu'on est avant tout représentant de Français de l'étranger du terrain. Donc ce serait complètement absurde de ne pas me rendre sur le terrain. C'est quelque chose que j'ai tout le temps fait dans ma carrière. Donc c'est pas demain que je vais changer, Ah, clairement. Et c'est c'est plus près ça, que la en fait. Colombie, hein. C'est plus près que la Comment? Colombie, hein. C'est Je beaucoup dis plus c'est près que plus la près que la Colombie. Colombie. Vous avez bien raison de Mais le souligner. même si la Colombie est un très, très beau pays. Tout à fait, très beau, avec des personnes incroyables et une lutte quotidienne Ouais, pour leurs ouais, droits. Et ça, je dois le respecter. C'est vraiment, on leur doit le respect pour ça. Ils luttent chaque jour. absolument. Euh, pour revenir à votre question, non, je pense que le terrain pour moi est une valeur fondamentale et je ne fais pas ça pour siéger uniquement dans un hémicycle. Dites-le, enfin, disons-le. Pour moi, vraiment le contact avec les associations, le contact avec les agents consulaires, avec les professeurs, avec les syndicats, avec nos amis espagnols, portugais, andorrans et monégasques, c'est ce qui va être le pilier central de mon mandat. Donc, forcément, ouais, je vais me rendre tout le temps sur le terrain et c'est quelque chose que vraiment je vais pousser un maximum. Donc vous allez venir fréquemment rendre visite Tout à fait. euh, Tout à fait à naturel de la ma part fois de. aux Ouais, Français du Portugal, que ce soit à Lisbonne, Porto ouais, ou en Algarve, et c'est idem ça. à Monaco et autres. Bon, Dans les îles, exactement. et dans les îles, à ne pas oublier, parce que, Canaries, Baléares, Açores et Madère. Tout à fait. eh oui, ils sont souvent isolés. Ils sont Souvent. souvent isolés. On les oublie Bon, souvent eh ben, et moi je ne veux pas les oublier. alors, alors justement, euh, mais vous allez quand même être obligé de siéger quand même un certain nombre de fois. Donc ça veut dire que votre suppléante sera souvent sur le terrain aussi? La suppléance sera bien évidemment très souvent sur le terrain et je pense que c'est aussi son profil. Son profil est comme le mien. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est toujours sur le terrain. C'est d'ailleurs elle qui a introduit les TEDx à Barcelone. Donc elle parle avec de nombreux acteurs associatifs, privés. Elle a fondé sa propre entreprise. C'est quelqu'un qui a besoin du terrain pour vivre. Donc Alors si vous pouvez juste expliquer ce que c'est pour que les gens puissent comprendre mieux. oui, alors les TEDx, un format de présentation d'une idée à travers son expérience personnelle, qui est généralement sur des formats très courts, et c'est une manière de raconter une histoire pour défendre un combat, pour aussi défendre une entreprise, pour défendre une association, pour défendre un Des engagement valeurs. dans lequel la personne est insérée. Voilà, Voilà, elle est filmée, elle est mise, elle monte sur scène et voilà c'est ça. elle fait son show. C'est Mais je voulais intéressant. qu'on le précise parce que tout le monde n'a pas forcément la connaissance, et Oui, j'aime vous bien avez de raison. temps en Vous temps, avez totalement raison. quand on aborde certains sujets, bah, qu'on puisse effectivement l'aborder pour que les gens comprennent mieux le sujet, ne se sentent pas exclus. Non, bien sûr. Alors, Johan Schermet-Wagner, comment vous imaginez la France et la place des Français de l'étranger dans 10 ans? Alors, comment j'imagine la France et la place des Français de l'étranger dans 10 ans? Pour moi, je les imagine déjà bien plus proches de leur service public avec des consulats, et au risque de me répéter, hein, mais c'est Non, extrêmement mais important. ça D'avoir des permet consulats, de le faire rentrer dans. tout à fait, avoir des consulats et des agents consulaires de proximité. Okay. Et surtout que l'image des Français de l'étranger, elle change en France. Je pense que euh, on est beaucoup trop souvent traité de privilégiés, on est beaucoup trop souvent exclu des décisions politiques. Et je pense que, et j'espère pouvoir le faire, en tout cas de faire changer cette image et de pouvoir défendre aussi le fait que des Français de l'étranger et Françaises de l'étranger, ce sont des retraités, ce sont des entrepreneurs, ce sont des familles, ce sont des jeunes étudiants, ce sont voilà, toute cette diversité qui peut nous représenter. J'en fais moi-même partie, je suis un Français résident de contrat local. Je ne suis pas expatrié et je pense qu'il ne faut pas simplement avoir cette vision des choses. Et moi, ce que je vois dans 10 ans, c'est une vision de la France, de ces Françaises de l'étranger qui est dans cette perspective-là, en fait, et qui voit les Françaises et Français de l'étranger comme une richesse et non pas comme un poids. Et c'est ce que j'aimerais défendre que sur tous les sujets, qu'ils soient concernant le budget, l'éducation, l'axe service consulaire, le climat. Je pense qu'on a de belles choses à apporter, de belles choses à défendre et c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. Alors, plus personnellement, et là je m'adresse au candidat ou en tout cas à la personne, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie? Alors moi, ce qui me rend heureux, c'est surtout
La cohésion. La cohésion, et je vais vous dire quelque chose de très personnel par rapport à ce que je vis dans mon quotidien, dans mon travail, dans la fondation. Quand je suis en Colombie sur le terrain et que je vois que j'arrive à rassembler dans des quartiers très précaires, victimes de violences, violences de gangs, où de nombreux enfants disparaissent pour être enfants soldats, où les services publics ne sont plus là, où il n'y a plus d'investissement, plus d'entreprises, rien dans ces quartiers, et que le seul espoir qui les fait vivre, c'est de pouvoir réussir à construire une autre forme de cohésion avec d'autres acteurs qui vont venir de d'autres régions de la Colombie pour essayer de les aider à construire quelque chose. Et quand on arrive à construire une vision commune sur 10 ans à travers différents outils et que je vois que ça fonctionne, cette cohésion, c'est, je pense, quelque chose qui me rend le plus heureux. Et c'est ce que j'aimerais pouvoir avoir, en fait, dans mon pays aujourd'hui. Et c'est ce que je n'observe pas aujourd'hui. Bon, je pense que c'est vraiment, c'est très personnel, hein, mais c'est quelque Mais chose qui vraiment c'est me ce touche qu'on vous beaucoup. demande, hein. Ouais, C'est un peu le sens de ma question, hein, justement, hein. ouais. C'est de ne pas être que dans la notion purement du politique et de la parole politique. Alors, si vous pouviez changer une seule chose dans le monde de demain, ce serait quoi? Si je pouvais changer une seule chose, essayer de faire en sorte que, alors c'est un peu bateau de dire ça, je vous avoue, mais essayer de faire en sorte qu'il y ait une médiation qui soit possible pour mettre fin au conflit. Typiquement, on vit aujourd'hui une période de bascule dans le monde. Le dialogue est rompu. Alors, il n'est pas simplement rompu dans nos frontières nationales, il est aussi rompu dans nos instances internationales. Et si on pouvait rétablir une forme de multilatéralisme qui inclut les pays du Sud, qui fasse en sorte justement qu'il y ait des dialogues permanents, qu'on puisse essayer d'arriver à des accords qui mettent fin à la paix, qui mettent fin, pardon, n'importe quoi, qui mettent fin au conflit, mais On a vous compris. m'avez bien compris, vous m'avez Ouais. bien compris, qui mettent fin au conflit. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir contribuer à faire, typiquement. Et ça, c'est bon, c'est très lié aussi à mon métier, puisque la coopération internationale essaye de faire vivre cette relation entre différents pays, entre différents acteurs, pour essayer de justement éviter de rentrer en conflit, éviter de voir, de voir ce qui est en train de se passer à Gaza, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans de nombreux pays dans le monde. Je pense notamment au Soudan, qui est un conflit complètement oublié, à la République démocratique du Congo. Et tout ça, je pense que oui, je pense que si ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir changer. Alors, que diriez-vous en une phrase à un électeur encore indécis pour le convaincre de voter pour vous? Si vous avez besoin de nouveautés, de dynamisme et d'envie d'y aller, d'envie de défendre vos sujets, de vraiment les défendre et d'être parfois un peu lourd pour pouvoir justement les défendre coûte que coûte, en fait, il faut voter pour moi. Tout simplement. Ma détermination est à votre service. Alors, quel message final souhaitez-vous laisser justement aux auditeurs après cette interview? Le message final que j'aimerais laisser, c'est de dire Plutôt, oui. on vit, on vit, on vit un moment d'instabilité, on vit un moment d'instabilité un peu partout, que ce soit en France ou à l'étranger. Et je pense que il faut pouvoir essayer de construire ensemble un futur qui soit un peu plus souhaitable, qui soit désirable, un futur positif avec des mesures concrètes en commun, qui prennent en compte nos sociétés civiles, qui prennent en compte nos partenaires sociaux. Et il faut pouvoir aussi défendre ces valeurs démocratiques, il faut pouvoir défendre ces modèles dans lesquels on vit, qui nous ont fait vivre et qui font qu'on vit à l'étranger dans des pays européens, en Portugal, en Espagne, qu'on puisse vivre en Andorre, qu'on puisse vivre aussi à Monaco, quand même ils ne soient pas membres de l'Union européenne, mais quand même ils sont proches de la France et les relations apaisées qu'on peut développer avec l'ensemble de ces pays, elle est importante. C'est un message d'apaisement que je veux apporter et je pense que voilà, si ce serait pour moi le dernier mot, enfin, apaisement et stabilité. Donc c'est ce que je veux mettre sur la table et surtout ma proximité avec les gens. Voilà. Voilà, bah c'est le mot de la fin, Johann Charlotte Wagner. D'abord, merci d'avoir répondu à nos questions. On aura l'occasion, bien entendu, de pouvoir vous recevoir dans le grand débat qui sera organisé le 17 septembre Tout à fait. à partir de 19h, heure de Madrid, 18h, heure de Paris, où là aussi, de la même manière, bien, vous pourrez répondre à vos contradicteurs et puis en même temps aux questions que nous nous posons, d'autres questions bien entendu. Donc merci Johann Charmet-Wagner d'avoir Merci participé à avec vous. nous, de nous avoir présenté votre parcours, vos priorités et votre vision pour les Français établis à l'étranger. Alors je rappelle bien entendu que cet entretien fait partie d'une série consacrée à tous les candidats de la 5e circonscription.
afin que chaque électeur puisse comparer et se faire sa propre opinion avant le scrutin. Je remercie aussi, bien entendu, nos sponsors pour leur soutien. Et merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez bien entendu retrouver tous ces épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et sur nos réseaux sociaux. Et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Voilà, n'oubliez pas d'aller voter. Je crois que c'est un point très, très important et vous ne direz pas le contraire. Même quand vous voterez. Oui, dites-moi. Non, juste, je serai avec mon équipe au Portugal cette semaine. Mercredi et jeudi à Lisbonne, vendredi à Porto, samedi à Madrid et la semaine prochaine à Barcelone avec la venue de Raphaël Glucksmann pour ma candidature le 25. Donc n'hésitez pas à venir. Quel bon communicant vous êtes. Alors, je continue. Cafimo, c'est bien plus qu'un courtier en crédit immobilier. C'est le partenaire de confiance des francophones pour réussir leur projet immobilier au Portugal. Je parle bien entendu de nos sponsors. Cafimo, c'est aujourd'hui le numéro 1 des courtiers en crédit immobilier spécialisés dans les non-résidents et expatriés du monde entier, et notamment pour les francophones, ce qui en fait une référence incontournable. Donc, vous voyez, le jour où vous voudrez vous installer au Portugal, eh bien, vous savez déjà à qui vous adresser pour obtenir un financement. Leur service est totalement gratuit pour les clients car ils collaborent directement avec les principales banques nationales afin de négocier les meilleurs taux aux meilleures conditions. Leur mission, un accompagnement sur mesure de A à Z pour faire en sorte que votre rêve devienne réalité tout en vous soulageant administrativement. Cafimo, c'est la connaissance du marché immobilier portugais et une équipe de professionnels à votre écoute. Que ce soit pour un achat, un financement, un investissement ou même financer les travaux ou juste renégocier son prêt, leur équipe francophone vous accompagne pas à pas avec transparence et efficacité. Cafimo Portugal. Et si le prochain projet réussit, c'était le vôtre. Voilà. Il faudra peut-être que je leur demande de changer la dernière phrase parce que c'est toujours compliqué pour moi de réussir à le faire en one shot. Et voilà, mais en plus, on remercie aussi Opticalia Campo de Ourique, qui est votre opticien français lunetier à Lisbonne, spécialiste du visagisme et de la colorimétrie, pour que vos lunettes reflètent parfaitement votre style. Grâce à la technologie de mesure par IA, vos prises de mesure et verres monofocaux ou progressifs sont d'une précision parfaite et certains verres peuvent être prêts en seulement 3 heures. Que de progrès quand on attendait des semaines. Voilà. En plus, ils réalisent vos examens de vue, vos bilans d'audition et ils vous proposent une sélection unique de plus de 30 marques prestigieuses comme Ray-Ban, Kaleos, Fendi ou Loewe, ainsi qu'un large choix de lentilles de contact. Leurs ordonnances sont reconnues par toutes les mutuelles portugaises et internationales, avec des avantages exclusifs grâce à leur partenariat avec toutes les assurances portugaises. Et pour mieux vous servir, ils vous accueillent en français, portugais, anglais et espagnol. Voilà, leur ADN, parce que vous êtes unique, nous sommes différents. Et je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Je dois vous dire un mot que je dis à chacun des candidats. Bonne chance. Merci. Voilà. Et puis, à l'ensemble des auditeurs, allez voter.